nostalgie. Bon réveil à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le mardi 19 janvier. C'est le Bonjour d'Algérie qui débute en direct sur Canal Algérie. Alors au programme de cette matinale, tout d'abord la rubrique Hommage avec Djawdet Gassouma. Elle sera consacrée cette rubrique au grand dramaturge et comédien Abdelkader Alloula qui a beaucoup marqué le théâtre algérien et universel aussi. Djawdet nous parlera d'un livre qui retracera son parcours exceptionnel. Il sera également question d'histoire ce matin avec notre premier invité, à savoir Saïd Zanoun, qui nous parlera essentiellement de l'un des historiques de la révolution algérienne, Didouche Mourad, et bien d'autres martyrs aussi, essentiellement son frère, qui est aussi martyr. Et dans la rubrique pédagogie, Fela Braz reviendra sur le rôle des parents dans le suivi scolaire de leurs enfants. Impliqués ou non, à quel degré, nous en saurons un peu plus avec Fela Braz en seconde partie d'émission. Et on vous a toujours encouragé, poussé à consommer local et de saison. C'est le sujet de notre chef Emine Messili qui viendra nous faire découvrir les différentes déclinaisons, particulièrement les clémentines et mandarines ce matin, donc des déclinaisons qu'on peut obtenir à partir des agrumes. Avant le développement de toutes ces thématiques, eh bien, vous le savez, c'est le journal météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. La météo, c'est comme tous les mardis avec Emel Aribi. Emel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Très bien, merci. En forme? Oui, ça va. Fraîchement, froidement? Froidement. Dites-nous tout. Frais le matin. Très bien, dites-nous tout. Merci Nour, bonjour et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, on aura de la brume en début de matinée sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Mais le ciel restera dégagé à partiellement voilé tout au long de la journée. Et à noter de la formation de la gelée par contre sur les hauts plateaux ainsi que vers les Aurès. Donc soyez très prudents si vous êtes en voiture. La moitié sud, toujours rien à signaler. Le soleil va prédominer sur pratiquement l'ensemble des régions sahariennes avec toutefois des soulanges de sable au sud du 30e parallèle. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison, avec toutefois 12 degrés du côté de Batna, 13 à Albayad, Djelfa également à Constantine, 14 à Tizi Ouzou, également Tiaret, 16 Oran et Alger, 15 à Annaba, 17 à Tlemcen, 17 également Béchar, Biskra, Gardaya, 19 à Elizi, 20 degrés Tamanrasset, Janet Tindou, 22 à In Salah, et enfin 28 degrés le maximum toujours à Borj, Bedji Mokhtar et Ngzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle sera plutôt calme sur les côtes ouest, mais peu agitée sur les côtes centre, également est du pays. Les vents souffleront entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et entre 10 et 30 km/h sur les côtes centre et est de secteur sud-est. Eh bien, on va faire un petit voyage, cette fois-ci vers l'Afrique du Sud, où le ciel restera nuageux et pluvieux vers Abidjan, Kinshasa, Lusaka, Windhoek. Peu nuageux par contre à Antananarivo, Bangui et Addis Abeba. Le mercure affichera 31 degrés à Abidjan, également à Antananarivo, 23 à Lusaka, 29 à Windhoek, 29 le Cap, 24 à Addis Abeba, 26 à Nairobi, en passant par les 38 degrés le maximum à Bangui. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Merci Emel, merci beaucoup. Merci. Et donc on vous retrouvera à précision de 12h, 19h tout à l'heure pour d'autres journaux météo. Merci à vous. Alors on entame cette matinée avec de la nostalgie, de la chanson des années 80 avec c'est Jariya Hamouda de la reine du folk, la Madone des ports, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est son petit surnom à Johan Baez. Une chanson qui est une tunisienne d'Ahmed Hamza accompagnée de l'orchestre Jeplex. Je vous laisse apprécier.
Et on accueille Jevdet Gessouma. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. En forme en tout cas. Oui, vous ça en va. avez l'air, ouais. c'est bien. Alors ce matin, vous avez tenu à rendre un hommage à Abdelkader Alloula, donc ce grand dramaturge et comédien algérien. Ouais. Mais avant cela, Avant cela, un hommage aussi Oui. à Boulaïd Doudou, qui nous a quittés en 2004. Et on commémore 17 ans quand même de sa disparition. Et donc, je voulais quand même l'évoquer parce qu'il fait partie vraiment des pionniers de la littérature algérienne avec Ben Haddouga, Tahar Ouattar, Katib Yassine, Mouloud Mamri, Malik Haddad et tous ceux qui ont fait cette grande littérature qui vraiment nous inscrit dans le monde. Et donc lui, ça a été un grand traducteur, qui est né donc en 1934 près d'Al-Ansar à Jijel, dans la wilaya de Jijel. Et ça, il a fait ses études en Allemagne, ensuite en Irak, ensuite en Syrie. Et il a intégré l'université d'Alger en 1969, où il a enseigné la littérature comparée jusqu'en 2004, date de son décès. Donc on lui doit de super grandes traductions. Il a traduit d'abord l'Andor, ou les Métamorphoses, d'Apulée de Mador, donc il a traduit en arabe, c'est quasiment un des premiers romans de l'histoire. Il a aussi traduit des ouvrages de Franz Kafka, Stefan Zweig, de l'allemand. Il est à préciser qu'il a traduit beaucoup de l'allemand vers l'arabe. Et ce qui fait qu'il nous a donné l'accès à nous et au monde arabe, plus généralement, donc accès à des travaux comme ceux de Stefan Zweig, Schnitzler, Kafka et tout ça. Beaucoup. Il a aussi traduit vers l'arabe Flasned, aux éditions Sned en 1975, الجزائر في المؤلفات الرحالين الألمان 1830 1855. Et donc, vraiment, on lui doit beaucoup et l'hommage devait être rendu. Il y a eu d'ailleurs, depuis quelques jours, il y a quelques jours de ça, un hommage qui lui a été rendu au théâtre régional de Constantine et donc où toute son œuvre a été vraiment un peu revue et voilà, et mise à disposition du public. Il y a une bibliothèque qui porte son nom à Ben Aknoun, aux Aswadel, et c'est dû à monsieur Doudou. Voilà, Boulaïd Doudou, la bibliothèque. Ça a été une longue bataille parce que nous avons un peu cette habitude de tout nommer au nom des Moudjahed. Lui a été, voilà, les personnages de culture ont aussi construit l'Algérie et continuent à la construire. Ça, c'est très important et voilà, de signaler aussi ça. Et donc, c'était Ben Ammar Yassine et Boussaïd Hani qui nous voient, je pense, de Sacramento. Donc, on leur rend hommage parce qu'ils se sont battus pour que cette bibliothèque ait le nom de Boulaïd Doudou. Et c'était vraiment la moindre des choses parce que c'est un personnage qui a laissé beaucoup d'œuvres. Il était aussi lui-même écrivain. Et donc voilà, l'hommage était quand même nécessaire et on doit continuer justement à honorer ces gens-là qui ont fait cette belle culture algérienne et qui ont contribué à diffuser dans le monde des pans de la culture universelle. Il y a aussi une relève à la hauteur, on l'espère. Oui, bien sûr, il est à espérer, mais on est optimiste par rapport à ça. Il y a toujours un renouveau quelque part et ça c'est le... Oui. Alors, parlez-nous de Abdelkader Alloula. Oui, donc un ouvrage... Je pense que c'est à travers une œuvre collective. Voilà, 20 ans déjà, mais ça fait plus de 20 ans évidemment. Lors des 20 ans de la disparition de Abdelkader Alloula, qui est un grand dramaturge algérien, il y a eu un ouvrage qui est paru chez APIC. Et donc en 2014, et qui reste hélas d'actualité, mais dans le bon sens quand même, parce que il y a une présence. Aujourd'hui, cet ouvrage relève vraiment du document, parce que les éditions APIC, à travers un travail de Nourdine Saadi et de Abdelmajid Kawa, ont voulu rendre hommage à l'œuvre de Alloula.
qui est donc, je le rappelle, un dramaturge algérien, mais un dramaturge complet. Il a été auteur, il a été comédien, il a été metteur en scène, il a été écrivain, il a fait des pièces de théâtre lui-même, il a adapté. Donc, un hommage lui a été rendu par Abdelmajid Kawa, Jawida Khedda, Denis Martinez, Ben Ammar Mediane, Aris Kemetref, Habib Tengour et Malik Alloula. Oui. Donc, sur cet ouvrage, présenté par le défunt Nordin Saadi, j'ai dit tout à l'heure que ça relevait vraiment du document parce qu'on a perdu en route Nordin Saadi, on a perdu en route Malik Alloula qui était son frère. Oui. Et donc voilà, donc ça relève aujourd'hui du document et cet ouvrage m'avait beaucoup plu parce que il y a d'abord une excellente interview de Alloula par Abdelmajid Kawa qui est aussi journaliste, écrivain, poète. Et là, il y a un passage en revue de ce qu'a été Alloula, donc où il y a une interview quasiment exclusive de Alloula où il parle de son théâtre, comment il l'a conçu, comment il a travaillé sur la langue. D'ailleurs, son empreinte et ses travaux, ils ont marqué les esprits bien au-delà de l'Algérie. Bien au-delà de l'Algérie, parce que Abdelkader Alloula a été un auteur, un dramaturge qui a cassé les codes du théâtre aristotélicien et ensuite du théâtre victorien. Parce que la grande tragédie grecque, le théâtre épique avec un théâtre de l'action et tout, lui, il a cassé, il a ramené un théâtre du mot, un théâtre de la narration, un théâtre du mot, et il a adapté, il a beaucoup travaillé sur la langue. Et donc, Alloula a réussi à faire un travail pour intégrer le théâtre dans le populaire, non pas dans le populiste, parce qu'il a beaucoup travaillé. Alloula était un théoricien, c'est-à-dire qu'il a écrit, il y a d'énormes archives, il a laissé d'énormes archives, il a laissé un travail écrit. Et justement, il a transcrit ce théâtre du point de vue immatériel vers le matériel. Aujourd'hui, il y a des traces écrites de ce théâtre qu'a écrit Alloula. Et il est passé de la halqa classique dans n'importe quel village ou du meddah qui raconte des histoires qui est un peu bonimenteur. Lui, il a réintégré dans le théâtre, il a cassé les codes du théâtre classique pour faire un théâtre beaucoup plus populaire, mais je répète, non pas populiste. Oui. Et donc d'une qualité, et donc le Djouad, ces œuvres sont des œuvres majeures du théâtre universel aujourd'hui. Parce qu'il avait justement ce langage justement du passage du populaire vernaculaire algérien vers l'universel. Et c'est une œuvre donc qui a été résumée dans ce livre 20 ans déjà, parce qu'on a une interview de Abdelmajid Kawa très intéressante où il parle justement de cette conception du nouveau théâtre qu'il a voulu intégrer dans l'universel. Et aussi, vous avez un témoignage de Ben Ammar Mediane qui parle de son origine, un peu du derb dans les quartiers populaires, de Medina Jdida, de tout ça. Ensuite, Alloula parle à l'intérieur de ces personnages qui met par exemple Al-Djouad, où une Sierra Mediane a incarné un personnage qui a existé et qui est venu d'ailleurs, qu'on avait invité dans une des pièces et qui s'est vu et qui s'est un peu reconnu. C'était assez étrange. Où ces personnages sont généreux, ils donnent tout. Il y a eu une trilogie, l'Itam, le Johar, il y avait le Djouad, tous ces, vraiment, le Goual, où il incarne des personnages qui viennent de la rue, qui viennent du petit peuple et qui deviennent immenses avec ce que le théâtre de Alloula leur a alloué. Et donc ce livre est vrai. Par exemple, vous avez un travail de Jawida Khedda qui est inédit parce que très peu de nous savent que Jawida Khedda, la fille du peintre Khedda et de Najat Khedda, grande professeure universitaire,
a travaillé sur Al-Lula. Il y a eu beaucoup de thèses. Elle a fait un travail de thèse sur justement l'œuvre de Al-Lula. Elle a fait un excellent texte qui montre un peu tout ce parcours vraiment du petit peuple vers le grand théâtre. En tout cas, un parcours exceptionnel et un livre vraiment exceptionnel parce qu'il traduit bien cette oui, en tout cas, Abdelkader Al-Lula, il incarne cette période de l'histoire récente de l'Algérie où être un homme de théâtre était aussi un signe de résistance. Oui, d'ailleurs, bien sûr. Ce grand ce qui lui a valu la vie. Il est victime de barbarie. Il est assassiné un jour où il allait faire une conférence. C'est terrible. Je le dis souvent sur cette tribune que ces choses-là relèvent vraiment de la tragédie grecque. Je veux dire, c'est-à-dire un personnage, quand il est mort en mars 94, il est mort le 10 alors que lui, il est né en mars le 14, et Oran était silencieux, c'est-à-dire que quand ils l'ont tué le jour de son enterrement, Oran était gelé, quoi. Il y avait personne dans les rues, il y avait un grand silence, il y avait une foule immense à son enterrement. Oui, le pays, mais c'est-à-dire sa ville natale, c'est ça. C'était vraiment inouï, extraordinaire cette ferveur dans ça, parce qu'il était vraiment issu de ce peuple. Sa mort si on ose dire ça, elle est absurde. Je veux dire. Elle a été aussi tragique. Voilà. En tout cas, on a du mal à retrouver cette empreinte à la fois complexe et si bien élaborée de Abdelkader Al-Lula sur scène aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de formation est à la hauteur ? Oui, le niveau de formation est à la hauteur, c'est un héritage. C'est-à-dire, si aujourd'hui le théâtre est à la hauteur, moi je parle l'héritage pas... c'est une référence pour les jeunes, la jeunesse. Voilà, c'est-à-dire que comme Brecht, Gogol ont influencé, ont marqué Lula, et les autres aussi qui étaient à son époque, aujourd'hui le nouveau théâtre algérien est marqué par Gogol, Brecht et Al-Lula. Oui. Parce qu'il y a aujourd'hui une nouvelle lecture. Lui, il a proposé une nouvelle lecture de ce théâtre et surtout, il l'a beaucoup écrit. Donc, les références existent. Aujourd'hui, il y a un théâtre du renouveau. Je parle de création. Je parle de création et de production. Il y a un théâtre aujourd'hui, on aime bien payer notre billet et aller au théâtre parce que le forja, voilà, ce que lui disait. Le forja, c'est-à-dire on a le plaisir, on a la conscience, on a l'intellectualité dans un moule, dans une œuvre qui est esthétiquement très viable, donc c'est très intéressant. Est-ce que le niveau aujourd'hui est le même qu'à l'époque ? Le niveau, on ne peut pas parler, le niveau est différent. Oui. Peut-être qu'il n'est pas le même, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de niveau dans le théâtre. Dans la nouvelle création théâtrale aujourd'hui, il y a beaucoup de niveaux. Il y a beaucoup de travail sur les textes, mais aujourd'hui, je crois que le niveau du théâtre en général algérien, le jeune théâtre aujourd'hui, est un théâtre qui revient, je pense, à l'action, parce que je crois qu'il est aussi lié à l'actualité. Le théâtre est une synthèse de l'actualité, est une synthèse de la vie de tous les jours. Vous le remarquez dans Torchaka, dans toutes ces nouvelles œuvres qui existent, qui sont de qualité. Et je pense que la qualité est aussi sur la scénographie. Il y a un soin apporté aux mots, à l'action. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un sens de l'esthétique qui est poussé. On a de la chorégraphie qui est beaucoup plus poussée. On a des choses là sur GPS qui a été joué il y a près d'une année au TNA. Il y a beaucoup de travail sur la scénographie. Il y a Abdelmalek qui est un excellent scénographe aujourd'hui, ou Zaboubi. Il y a des noms. Aujourd'hui, on a beaucoup de travail sur l'esthétique, sur le visuel. C'est peut-être, le niveau est différent. Je ne pourrais pas dire, on ne pourrait pas comparer. Mais il y a quand même des choses qui émergent, et tant mieux. D'accord, tant mieux. Et aujourd'hui, je pense que on a des petites histoires qu'on ne connaît pas sur Abdelkader Al-Lula. Oui, exactement. Il y a aussi des choses. Moi, je l'ai un peu côtoyé. J'ai côtoyé Serat Boumdine, qui était un homme d'une grandeur phénoménale. Je côtoyais dans les journées du théâtre de Constantine, ça fait déjà très longtemps. D'ailleurs, il est mort quelques temps après. Et Serat, quand il joue dans le Djouad, il donne à manger à une girafe sans rien demander en retour. C'est quelque chose de fantastique. Il fait une course effrénée sur place, il court. C'est un exercice physique terrible. Et il déclame son texte. C'est de la folie. C'est de la folie pure. Et Lula, c'est bon, avec M. Asla de l'école des Beaux-Arts, avec Khedda, avec
Bon, moi, j'ai pas vécu, enfin, j'ai pas connu Hadj Ali, Allah yarhamou, mais j'ai eu, si vous voulez, des retombées. Alloula, c'était des blagues toutes les 5 minutes. Ouais. L'anecdote, c'est que Un vrai on avait comédien. l'impression qu'il prenait jamais au sérieux la vie. Il était enjoué. Il y a beaucoup de gens qui l'ont connu d'une manière très sereine. Moi, je pense que je l'ai connu dans un aspect un peu plus intime, un peu plus amical. Alloula, c'était des blagues toutes les 5 minutes. Et après, il vous lance une tirade, ou il vous lance quelque chose qui vous remet dans la grandiloquence, enfin du texte et tout. Et ben, c'était un intellectuel, c'était un vrai intellectuel, c'est-à-dire qui avait une dimension humaine, mais à qui vous pouviez poser des questions sur n'importe quoi. Et il vous répondait. C'est un homme politique très engagé aussi. Donc, on s'est connus vraiment dans des atmosphères qui étaient dédiées justement aux politiques. À une époque où ça démarrait les années 88, 89, 90, il y avait cet élan du multipartisme, de la nouvelle presse, de toutes ces choses-là, d'une presse indépendante. Il y avait tout cet élan d'action et donc on s'est beaucoup vu dans ce cadre. Et de toute façon, moi, personnellement, une petite, modeste contribution, c'est que vraiment, j'ai connu un homme d'une grandeur formidable, surtout dans cette atmosphère où Khda était là, Mslir Rahmou, Martinez, toutes ces personnes. Il y avait même les journalistes, les grands journalistes qu'on connaît, qui ont fait justement les beaux jours de la presse algérienne, par exemple. Tout ça avec des actions, avec un allant d'espoir qui était vraiment très fort, et donc on a beaucoup échangé. Alors justement, je vous propose de regarder cet extrait de documentaire sur l'œuvre de Alloula, donc de notre collègue Kamel Mayouf, qu'on a récupéré des archives de la télévision algérienne. Je vous laisse regarder, on revient juste après. Elle est technique, déjà au départ. Donc les positions, déjà c'est une position qui n'est pas naturelle. Vous n'avez jamais vu quelqu'un passer comme ça. Mais Siyama, quand il fait sa position, c'est pour un équilibre. Parce qu'on ne peut pas s'escrimer comme ça, en marchant. Sinon, il y a un déséquilibre automatique. Alors, on est obligé de se mettre et aller dans cette position pour pouvoir se déplacer vers l'avant, vers l'arrière. Donc, en perpétuel déplacement défensif, offensif et avant-dire. Voilà. عبد القادر علولة رئيس المجلس الثقافي البلدي. المجلس يعمل بالتنسيق مع البلدية في إثراء الجانب الثقافي والترفيهي بالولاية، فأفراده لا يتقاضون أجرا عن نشاطهم. صرح به الطيب صديقي، يقول بلي أنا لست حامل لرسالة، الذي يحمل رسالة هو ساعي البريد، فأنا أقوم بالفرجة بإمتاع الآخر. إلى حد ما يوافق سي عبد القادر علولة أو يتعارض مع هذه المقولة. هي ما كانش يعني فرجة كلية، يعني ولا بد من وراء العرض المسرحي كان فرجة أو كان يعني بيان سياسي، ولا بد فيه رصيد إيديولوجي، للمبدع، للكاتب، للمخرج، ولا بد فيه يعني ماهيش قضية رسالة، ولكن المتلقي يقدر يكتشف أو يقرأ يعني الرصيد الإيديولوجي اللي ينتمي ليه المبدع. وما كاش مبدع بلا يعني أرضية إيديولوجية بلا بريء، ما كاش. ما قصة الغلة يا عبد القادر علولة والوالدة؟ يعني هي فترة الكتابة تقريبا يعني نستهلك غلاية أبزوج في النهار، ويعني قهوة قاطعة، فدائما نحرص يعني على هذا، وعلى الوالدة نقول لها يا ودي طيبي لي قهوة ولكن تكون قاطعة. ف ليلة من الليالي طيبت لي قهوة، قعدت
48 ساعه ما غمضتش العين، ما بغاش يجيني النعاس. فسقسيتها قلت لها ودي قلت لها راه النعاس ما جانيش هادو 48 ساعه وما زلت يعني فايق. وما قلت لها وقيله القهوه اللي عطيتيها لي قاطعه. قلت لها شحال رميتي فيها من مغرف يعني؟ قالت لي ودي درت نص ماء ونص قهوه. والشيء اللي يحزنوا كثير والشيء اللي يفرحوا كثير. Abdelkader Aloula, ce grand comédien et dramaturge algérien qui restera jamais dans nos esprits. Oui, oui, avec Hamk Salim, Al-Khobza, Litam, Al-Adjouad, Tfah, Arlequin, les 2 mètres, des adaptations de tous les coins et des créations personnelles formidables. Des ténors du monde théâtral, du théâtre, de la scène théâtrale. Merci beaucoup. On se quitte, Djawdet Gessouma, avec un groupe. D'ailleurs, vous aimez? Oui, oui, j'adore. Day incarne vraiment l'Algérie d'aujourd'hui. Ah oui, je crois savoir qu'ils vous ont même dédié, composé une chanson rien que pour vous. Enfin, un petit morceau. On essaiera de la passer un jour. C'était, je ne sais pas, ils ne l'ont pas enregistré, mais c'était relatif à mon prénom. C'est passé à la radio? C'est passé à la radio. On cherchera dans leurs archives et on la ramènera. Ils m'ont fait pleurer parce qu'ils sont à main chopée. Très bien. Alors, on leur rend hommage parce que c'est un groupe qui travaille beaucoup, qui recherche beaucoup, qui fait beaucoup de travail documentaire. Ils sont aussi très intellectuels, très théoriques et c'est bien. Très bien, vous reviendrez pour en parler. Merci beaucoup, David Gessouma, on vous retrouve. Merci à vous. Mardi prochain, rendez-vous pris. Très bien. Voilà. Je vous laisse avec le groupe Eddaï et la chanson Anna Jazairi. On accueille notre première invitée sur le plateau du Bonjour d'Algérie, Saïd Zanoun. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Vous êtes heureux d'être ici? Ça va ici, mais dehors il faut se cacher, il faut mettre un masque, il faut tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Là, je vous assure que les studios... pour tout le monde de toute façon. Oui, c'est ça, c'est une pandémie, voilà. C'est mondial. Hein, donc, en tout cas, je peux vous assurer que les studios sont régulièrement désinfectés après chaque passage. Donc, soyez sans crainte. Heureusement, c'est pour ça que je suis venu aussi. Très bien, très bien. Alors, vous êtes, je tiens à préciser que vous êtes un ex-confrère, ancien animateur et producteur à ce qu'on appelait avant la RTA, Radio-Télévision Algérienne. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être au 21 boulevard des Martyrs? J'en ai fait partie, j'ai fait partie de ceux qui ont ramené ça. Oui, qui est un des fondateurs. Voilà. Mais ça va, ça va. Ça va? Bien sûr. Et puis on compte sur la jeunesse encore pour faire plus, pour faire mieux, toujours. Et alors, on les encourage. Alors, justement, on parle d'un sujet qui vous tient à cœur, le shahid Didouche Mourad, il y a 66 ans. Le shahid Didouche Mourad est tombé au champ d'honneur, tombé très jeune à l'âge de 27 ans, seulement sous les balles de l'armée coloniale. C'est l'un des révolutionnaires qui aura marqué la révolution algérienne. Il aura marqué à jamais l'histoire de l'indépendance de l'Algérie. Et justement, vous allez nous en parler bien en détail. En détail, pas, mais je vais en parler. Bien sûr, vous êtes déplacé pour en parler, ne soyez pas modeste. Alors, déjà, avant tout, merci d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce que ça... Voilà, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour vous. Ah, oui, en tout cas, on sent toute votre émotion. Oui, beaucoup. Oui, quand j'y pense, bien sûr.
Surtout que j'ai écrit l'histoire. J'ai l'histoire sur la Redoute, le quartier de la Redoute, qui a donné pas loin de 80 shahids. Hein, et je suis un enfant du quartier. Oui. Vous avez écrit un livre donc, sur les martyrs de la Redoute? Oui. Et vous savez, quand on pense qu'il y a quand même... Voilà. Oui. Et quand je pense à la famille des Douches, c'est des grands révolutionnaires, ils sont 3 frères. Quand je pense qu'il y a les frères des Douches... L'un de ses frères est aussi décédé en martyr. Hein. Oui, Hamid. Hamid, oui. Hamid Didouche. Hamid Didouche, voilà. Ouais. Alors il est mort d'une façon atroce, parce qu'il a été arrêté en 59, plusieurs fois d'ailleurs. En 59, il est porté disparu. Je ne sais plus. Il a été pris par les parachutistes, tout ça, et puis il n'y a plus de Hamid. Et à cette époque-là, il y avait, quand il est torturé dans les maisons, à la vue de la Césigny, à la vue de Mireille, et puis il y a des prisonniers qui disparaissaient comme ça. Il les remettait un parpaing au pied, un hélicoptère, il les jetait à la mer. Ouais. Et alors il y a des femmes, quand elles vont au marché Missonnier, au marché de la gare, au marché Clausel, elles se disent « Non, Marinette, t'as acheté les crevettes Bijard ?» Pourquoi? Parce que ces crevettes, c'est des crevettes royales, elles ont mangé de l'Algérien. Ouais. Alors, depuis 59, et on a découvert qu'en 1979, 78-79, on a découvert la véritable mort de Hamid. Pourquoi? Parce qu'il y a le fils d'Abdrahman, Haj Abdrahman, le Didouche, l'aîné, son 3 frères. Il a été, pour sortir un document à la mairie, il rencontre un vieux là qui faisait la chaîne. Quand il a vu pourquoi il est venu, le fils a dit قول لي يا وليدي ديدوش حامد يقول لك ديدي بن أحمد وبن فاطمة. L'autre il dit mais c'est mon oncle. Il était avec moi prisonnier. Il a raconté son histoire. Il a été torturé à la Corniche. Ensuite, il a été torturé à Larba. Et il a été tué par les hommes de colonel Anton Argou. Et encore le vice qu'il avait, le colonel, c'est-à-dire tous les matins, il envoie son vague chez le maire pour signaler ceux qui sont morts. Et il signale Didouche Hamid, enterré là-bas. Et le fils Mohamed, le fils Haj Abdrahman, il va là-bas, effectivement, il constate que c'est la vérité. Il revient, il lui dit à son père, il dit, eh baba, mon père, il dit, j'ai découvert mon oncle. Mon oncle, il est mort en telle date, voilà, il est enterré à tel endroit. Il dit, on va le ramener, le rapprocher pour l'enterrer juste à côté de la Redoute, c'est-à-dire le cimetière du Clos Salamé de Medania. Il a dit, mais ton oncle n'est pas sorti pour la Redoute. Et il a fait la révolution pour l'Algérie. L'Algérie, c'est son pays, c'est sa terre. Là où il est mort, il est enterré, c'est chez lui. Et voilà la mort de Hamid. Voilà. D'ailleurs, il y a un jardin qui porte son nom aujourd'hui dans le quartier de la Redoute, à Al-Mouradia, Hamid Didouche. Hamid Didouche et Mourad Didouche aussi. Oui. Mourad, c'est né en 1927. Et concernant la naissance de Didouche, Mourad, il est né exactement le 13 juillet 1927. C'était un mercredi. Et alors, et le lendemain, c'était, pour signaler la naissance, c'était le 14 juillet. Jeudi 14 juillet. Le père n'a pas voulu le signaler la naissance le 14 juillet parce que c'est la fête de la gloire de la France sur l'Allemagne. Oui, donc oui. Donc il a signalé que le vendredi 15 juillet. C'est pour ça qu'on dit, le 15 juillet, pour éviter le fameux 14. Oui. Parce qu'il ne pouvait pas l'enregistrer avant. Voilà, pour dire, c'est le style, c'est des révolutionnaires qui n'aiment pas... Dans l'âme. Oh là là. Voilà. Aujourd'hui, il y a un impératif, je pense, donc préserver la mémoire nationale et l'ancrer chez les générations montantes. Oui, bien sûr. Il faudrait nous avons une grande histoire, une large histoire, une longue histoire en Algérie. Oui. Il faudrait que notre jeunesse la connaisse. Mais on a été colonisé par plusieurs nations et chaque nation, elle a essayé de nous faire perdre notre identité, notre nationalité. On est devenu n'importe qui sauf nous-mêmes. Alors maintenant, j'espère, je souhaite de tout cœur, que maintenant que notre jeunesse apprenne leur propre histoire. Oui, c'est ça. Alors vous avez écrit justement un livre sur les martyrs de la Redoute. Ben oui, j'ai écrit sur les martyrs de la Redoute parce que on devrait écrire partout.
Ouais. Parce que l'Algérie, chaque coin de l'Algérie, il a fait sa révolution. Ouais. Chaque fois, il a ses martyrs. Chaque fois, il faut le dire, il faut pas localiser quelque chose dans un endroit. Il faut que tout le monde sache. Sud, nord, l'Algérie, toute, elle a fait la révolution. Alors, j'ai écrit sur la Redoute un quartier en 1954. Un quartier qui avait à peine 5000 habitants, donc il y a 3 ou 4 rues, la rue David d'Angers, la rue des Mimouza, où il y a Didouche Mourad, la famille Didouche Mourad, etc. Et la rue Chaptal, la rue de Pierre Lanfray, et quelques petites impasses. Avec 5000 habitants, ils ont donné quand même plus de 80 shahids. C'est un véritable vivier bastion de la Révolution. C'est le départ. Ouais, c'est le départ. C'est des douches. Vous savez qu'en 1946-47, il a créé le Rama, oui. le rapide athlétique de musulmans algériens. Alors justement, oui, il est fondateur du club sportif de Rama. Il était aussi amateur de sport, de culture physique. Ah aussi. oui, et puis beau gosse, il était... D'abord, il n'a jamais porté de moustache. Alors c'est bien Pourtant, ça. on le met souvent avec une moustache. Non, mais c'est une moustache au crayon, ça. Voilà. Parce que Qassi Abdallah Mokhtar, quand il avait dit il est tellement beau. Et ça a été repris. Il a fait tellement beau, il prend un crayon, il lui fait une moustache, un bon dessinateur. Moi, je suis doyen de la bande dessinée algérienne. Oui, justement, vous êtes BD, on en parlera tout à l'heure. Il est mieux que moi, Il a fait une belle moustache et il dit voilà, maintenant, comme ça, tu es un chef. Mais à la base, il n'a jamais eu de moustache. Et c'est resté parce qu'on n'a jamais vu la photo de Didouche Mourad, ou de profil, ou de face, ou d'une autre photo, c'est toujours la même, toujours en lumière. Et ça a été repris par plein d'autres illustrateurs. Ça a été repris par tout le monde. Voilà. Et Didouche Mourad, quand il a créé le Rama aussi, il a créé au numéro 20, rue David d'Angers. Alors, il faut voir son histoire aussi. L'histoire, c'était Hassan et Abdelkrim, la famille Labdi. Oui. Labdi, c'est des révolutionnaires aussi, dans lequel Jafar Labdi il a participé à l'exécution de Onifridi, commissaire Onifridi, avec Gassim Mohamed, truc comme ça. Alors, ils ont hérité de deux locaux. Alors, il y a Hassan, il a pris le local, il faisait de la boulangerie, Et Abdelkrim, c'était un pâtissier merveilleux. Mais il ne pouvait pas vendre de la pâtisserie parce que déjà le pain, on ne trouvait pas le pain sec. Le pain, on l'achetait chez Madame Sanchis, la boulangerie à la rue, à la Redoute. On l'achetait au marché noir, on l'achetait au poids, avec la guillotine, là, quand on coupait le pain, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait le local. Qu'est-ce qu'il fait? Il le donne, il le cède à Didouche Mourad. Oui. Didouche Mourad, de ce local, il a fait le cercle du Rama. D'accord. Et alors, et tous ces jeunes-là, et dans lequel il prend son bras droit, c'est de Bercherif, et qui dirige les scouts, là, et la plupart des scouts sont devenus des martyrs par la suite. Il a toujours participé à la vie communautaire à travers, justement, le sport. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y avait à cette époque-là, avec le Rama, il y avait le scout du Rama, il y avait une autre association aussi de Notre-Dame d'Afrique. Oui. Le seul algérienne. Tout le reste, ce sont des associations françaises. D'accord. Alors justement, on va voir quelques images de plusieurs martyrs, à savoir de Beh Chérif. On va les voir juste, voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, plusieurs martyrs. Voilà, Didouche Mourad, son moustache. Oui. Il y a de Beh Chérif, là, c'est Mourad. Oui. Et voilà son frère, Didouche Hamid, aussi, qui est né en 1925. Gassim Mohamed, qui a été guillotiné à côté de Jafar. Oui. Et attention, il faut dire aussi que le Hassan, là, le Gassim, c'est le frère. C'est extraordinaire. Vous savez, je veux vous parler d'une chose. À un moment donné, ils ont mis chemin des Crêtes. Oui. Là où il habitait le commissaire Onifridi, qui a été exécuté par Gassim Mohamed Abdi Jafar et Alim Tchkar, qui sont le dernier, il est mort il n'y a pas longtemps. Alors ils ont mis chemin Gassim Mohamed. Alors sa mère s'appelle Khalti Jouar. Khalti Jouar, qui a participé à la révolution, ainsi que sa fille Fatma. Ils ont fait même préparer des bombes, des machins, des trucs comme ça. Alors elle fait ça, elle va au chemin des Crêtes, chemin Gassim Mohamed qui part. On voit ici le chemin des Crêtes, juste pour le rappeler. Oui, allez-y, continuez. C'est le chemin des Crêtes, oui. Alors chemin Gassim Mohamed, elle fait ça, les jeunes du quartier là, يا ولاد روح. عاونوني. خالتي الجور واش بيك؟ وحنا كيسكيا؟ شكون يا؟ الفيس دي نحاول بلاكا هذه.
قال خالتي جا علاش هذاك وليدك هذاك الله يرحمه برحمة الشهداء قالت له علاش غير هذا اللي عطيتي للجزائر انايا. Et il a fallu, c'est pour ça que je vous parle de trucs. Et alors, quand il y a sa fille, elle téléphone à ma femme. Elle dit voilà, je vais voir quand tu joues, elle fait ça, elle me dit voilà, je ne veux pas, moi, parce qu'elle a perdu des enfants. Je suis intervenu avec Zahia Kharfallah, tout ça, la poseuse de bombes automatiques, est intervenu avec son mari, tout ça. Et on a réussi à la mettre chemin des frères Gassem. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, Khalid Jouar, moi j'avais une R4, une vieille R4. Alors ils sont venus la chercher pour aller à l'inauguration, le départ au golf. Alors il y avait toutes les autorités, des trucs comme ça, pour poser la plaque. Alors elle refuse de partir. Le téléphone dit non, je voudrais que Saïd m'accompagne. Alors je vais, je la avec ma femme, avec sa fille Fatima, et Khalti George, je la mets dans ma voiture, avec Khalti Yamina, la mère aussi de la Grande Révolution, c'est Alim Tchkhan. Je les amène au golf. Alors elle ne marche pas beaucoup. Alors marche arrière, marche avant, coup de sifflet, machin, on la met à la place devant la plaque. Oui. Alors à peine elle descend de la porte, tu sais, elle n'a pas fait 1 mètre. Ouais. Elle est là, monsieur, bon, ils ont lui la plaque, on lui donne le drapeau, tout ça. Et elle revient 6 mois après. Elle est morte. Ouais. Elle aura en tout cas vu. C'est ça. Et moi j'ai été soulagé. J'ai dit, Alhamdoulilah, ya Rabbi, elle a assisté. Elle a eu le chemin de tous ses enfants. Voilà. On lui a rendu, hommage à ça. C'est dur. En tout cas, c'est très triste. On voit l'émotion dans vos yeux, dans votre voix, dans votre. Dur, ouais. Oui. Alors, justement, le mouvement des scouts qui a toute son importance. On va faire passer une image à l'écran. Voilà, regardez. Ce sont les scouts. Ben oui, la plupart de ces jeunes, moi je vois les Marbou Choukan, la plupart sont des chouhadas, ça. Oui. Voilà, de Berchif, qui aurait dit, de Berchif c'est le bras droit, le chef scout, c'est le bras droit de Doudou Chmourad. Oui. Le voilà. Très jeunes, hein. Ils sont jeunes, regarde, c'est des bébés, ça. Ouais. Ben, c'est des bébés, ils sont tous morts jeunes sous la colonisation française. En tout cas, qu'ils accueillent nos valeureux, que Dieu accueille nos valeureux martyrs dans son vaste paradis, ça on ne le dira jamais assez. Alors je tiens à mentionner que parmi vos nombreux talents, Monsieur Saïd Zanoun, vous êtes aussi bédéiste, on dit même que vous êtes un des doyens du 9e art algérien. Oui, j'ai commencé moi j'ai fait les Beaux-Arts en 51-52. Alors, et puis celui qui m'a fait entrer aux Beaux-Arts, il s'appelle Bertrand Friedman. Et alors il m'a dit, tu vas faire les Beaux-Arts, parce que c'est un don aussi. J'avais un don, je dessinais, tout ça. Alors mon fils me dit, tu vas faire les Beaux-Arts. Alors il m'a fait la bonne surprise, il m'a fait payer le premier cours, c'était 3 semaines. 3 mois, le dernier mois de 51. Oui. Je suis rentré au journal, ensuite le journal Dépêche Quotidien, Dépêche Magazine, Fantasia, oui. Et j'ai créé Jaha, que j'ai fait Fantasia, voilà. D'accord. Alors vous avez dit un jour la bande dessinée est l'une des premières écoles pour l'enfant, elle fait grandir et éduque. Beaucoup. Ah oui, non, le dessin, vous savez, le dessin... Ça attire plus les enfants, du coup on arrive à transmettre plus de messages. Dessin, je peux le faire tout de suite et je peux vous montrer. On fait une tête humaine, une tête d'une personne. En 6 carreaux, on sait l'emplacement de l'œil, l'emplacement du nez, l'emplacement de la bouche. C'est-à-dire l'enfant, à partir du moment qu'il a compris le départ, lui il finit après. Il finit avec la couleur et tout, c'est bien simple. Moi, j'ai donné des cours, par exemple, à Tizi Ouzou, il y avait une classe d'Azazga, une classe de Tizi Ouzou, des élèves de... Alors, j'aurais fait un dessin, ils l'ont copié, ils me l'ont rendu. Alors, certains, alors moi, le mien, je me suis donné 5 sur 10, mon propre dessin, mais les élèves, je leur ai donné, il y a 8 sur 10, 9 sur 10. On m'a dit, mais pourquoi? Je dis, parce que moi, je l'ai fait en noir et blanc, eux, ils me l'ont rendu en couleur. C'est plus attractif. Ils ont compris. Ouais. Ça leur a plu. Le dessin, quand ils l'ont fait, ils ont dit, oh, c'est beau. C'est d'où la couleur. Je sais pas. Alors j'ai dit, c'est des élèves intelligents. Donc je dis, un enfant, quand on lui apprend quelque chose, s'il a compris le départ, c'est fini. Il peut continuer. Il finit le reste.
Voilà. Alors vous avez Et dit quand aussi... tu ne comprends pas, c'est le mur. C'est le mur, non, c'est un blocage immédiat. C'est l'éducateur, l'instituteur, c'est celui qui montre, qui ne sait pas s'y prendre. On parlera justement pédagogie avec notre troisième plateau, mais alors l'Algérien a besoin de lire et d'écrire, il a faim mentalement. Et là, par là, je vous cite, Monsieur Saïd Zanoun, qu'est-ce qui fait qu'on a peut-être aujourd'hui moins soif de lecture et d'écriture? C'est un peu le mal des temps modernes avec l'avènement des réseaux sociaux. Tout est immédiat, tout est... Ben oui, non, ça, tout le monde aime lire, tout le monde aime écrire, tout le monde aime apprendre. On prend par exemple avant, il y a la bande dessinée. Bon, le dessiné, il y avait le véritable troc. Oui. On prend le cinéma, par exemple, à Bab el Oued, il y a le cinéma Marignan, Bijou, il y a le Rialto, il y a le Plaza, il y a le Majestic. On prend Bellecour, il y a le Caméra, le Mondial, le Musée, le Select, le Roxy, etc. On prend Alger le Centre, le Région, le Cameo, le Vox, enfin, il y a des jeunes enfants, les jeunes Algériens, n'ont pas d'argent, mais ils font du troc de dessin. Moi, je te donne Zorro, tu me donnes Tarzan, moi, je te donne Ken Ménard, moi, je te donne Cassidy, moi, je te donne ceci, moi, je te donne deux, tu m'en donnes un. Ils le lisent. Alors, quand ils arrivent à la maison, il y a les parents. Ils auront tout lu déjà? Ils apprennent parce que du dessin, avec les bulles, oui. Déjà, il apprend. Ensuite, quand il y a les parents, le père, il engueule son fils, il engueule son neveu, il engueule son jeune frère. Non, pourquoi tu fais ça? C'est pas ça, tu es abruti, tu sais pas tout. Mais n'empêche-lui, en cachette, tu le lis. Exactement, oui. C'est-à-dire, tout le monde aime lire, tout le monde aime apprendre à n'importe quel âge. Et puis, ils ont la mémoire visuelle aussi, avec les couleurs et les bulles. C'est facile à retenir. Bien sûr. Nous avons des véritables artistes. Et puis, il y a des dons, et quand on a un don, ben, il faut l'appliquer, il faut l'apprendre, il faut le perfectionner. Voilà. Tout à fait. Alors, Saïd Zanoun, à la régie, ils ont soif d'histoire, ils ne sont toujours pas rassasiés de vos belles histoires, belles anecdotes, justement, sur ces martyrs, valeureux martyrs. Alors, Didouche Mourad a pris les armes très très tôt. Il avait foi en la révolution, il était convaincu, et bien que les sacrifices pour la patrie étaient la clé de la victoire, est-ce que on peut dire que c'était un véritable modèle de transmission, de détermination face aux difficultés pour la jeunesse algérienne aujourd'hui? Bien sûr. Montrer qu'avant, c'était très très dur et qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de difficultés. Bien sûr, mais quand on veut, rien n'est dur. Quand on veut, on a le courage, on a la foi, rien n'est dur. Même perdre sa vie, donner sa vie, c'est une gloire, c'est un honneur. Donner sa vie, donner sa dernière goutte de sang pour son pays, pour sa nation, pour son identité, c'est formidable. Alors, ils ne meurent jamais, oui. Ils restent toujours vivants. Toujours vivants. En tout cas, on finira sur Fatima Ben Ousmane. Fatima Ben Ousmane, oh là, c'est une grande dame. Oui. Enfin, nous avons des dames extraordinaires chez nous. Il ne faut pas oublier aussi les femmes. Non, moi je ne les oublie pas, oui. Parce que moi je dépense, j'ai écrit sur Hafsa. Oui, justement. Alors Fatima, c'est une journaliste, animatrice, comédienne, et qui joue toujours dans mes pièces, enfin dans toutes les pièces. Mais dans mes pièces, elle joue ma mère. D'accord. Alors moi je joue le rôle de son fils. Comme j'ai écrit sur la révolution, le Jundi el-Jazairi, le soldat algérien, la première pièce sur la guerre de libération. J'ai écrit et interprété par 32 comédiens, dont la plupart sont décédés maintenant. Et les grands comédiens, Mustafa Qasdalli, Hassan Hassani, Taïb Aboul Hassan, l'Arbi Zekel, en fait. Et Fatima, elle ne m'a travaillé pas loin d'ici. Oui. Elle m'a fait ça, elle a joué ici. Elle m'a dit, ça, tu ne peux pas écrire mon histoire. Je voudrais que tu l'écrives, mon histoire de militante. Je dis, oui, bien sûr. C'est un honneur pour moi d'écrire ça. Elle s'est dit que vous étiez la personne idéale pour oui, parce qu'elle avait confiance en moi, parce qu'elle m'a vu à l'œuvre, elle m'a vu le... Et alors elle habite Hidra. Alors j'allais chez elle tous les jours, à 4 heures l'après-midi. Elle me racontait son histoire de militante. Et elle avait des camarades, des copines à elle qui étaient en prison. Elle travaillait sur les ordres d'Aban Ramdan, attention. Oui. Et quand elle écrivait, elle a été arrêtée, torturée à la Villa Cézini, à la Villa Mireille. Et surtout à la Villa Cézini, il y avait le capitaine Feldmeyer, un tortionnaire, un légionnaire allemand, qui était, parce que c'est tous des légionnaires, attention. Alors il l'a torturé d'une façon atroce.
Elle m'a raconté ça. Et alors j'ai posé la question. J'ai dit, Fatima, si je décris ce que tu as subi comme torture, jusqu'à quel degré que je pourrais... Je peux aller jusqu'où je peux aller. C'est au-delà de ton imagination. Donc vous vous êtes fait plaisir. Très bien, merci beaucoup. Merci. Nous reviendrons la prochaine fois pour parler de plein d'histoires. Je pense que vous regorgez d'anecdotes. Ouais. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Saïed Zanoun, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin et que Dieu accueille encore une fois nos valeureux martyrs dans son vaste paradis, Inch'Allah. Je vous laisse apprécier ces très belles illustrations avant de retrouver Fela Braz pour la rubrique pédagogie. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Émission, on le rappelle, sponsorisée par Coral Peinture. Fela Braz, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Alhamdoulilah, merci. Très bien. Alors vous êtes venu nous parler ce matin de l'importance du soutien familial dans le cursus scolaire des enfants, plus particulièrement le soutien parental. Les parents sont aujourd'hui de plus en plus impliqués dans le cursus de leurs enfants. Voilà, les parents s'impliquent déjà avant la scolarité de leurs enfants, ils s'impliquent directement dans la vie, le cursus scolaire que va suivre leur enfant, de quelle manière? D'abord, on parle d'implication et pas de participation, il y a une grande différence. La participation des parents, c'est-à-dire prendre part dans un événement préparé par l'établissement scolaire, mais l'implication, c'est-à-dire ils vont choisir avant la scolarité de leurs enfants. Comment? D'abord, ils font le choix de l'école. Est-ce que c'est une école privée ou une école publique? C'est la grande question. Déjà, il y a le choix. Deuxièmement, il y a le programme. Leur enfant va-t-il suivre un programme national ou le double programme? C'est déjà une implication directe des parents. Par la suite, il y a un autre choix, une autre implication. En fait, quand les parents, il y a certains parents qui vont à la rencontre des enseignants, d'autres ne le font pas. Qui va le faire en fait quand ils vont le faire par le biais directement à la rencontre, ils vont partir à la rencontre du directeur, du staff en fait, quand des encadreurs de l'établissement scolaire, des enseignants, la directrice ou le directeur, des surveillants général par exemple, ils vont aller ils vont tâter la température pour savoir comment évolue leur enfant à l'école. Est-ce qu'il apprend? Est-ce qu'il a un bon comportement? Est-ce qu'il arrive à assimiler? Et le fait de s'impliquer dans la vie réelle scolaire de leur enfant, c'est une très très bonne chose, ça donne de très bons résultats. Par contre, il y a des parents qui sont absents. Une étude qui a été faite il y a quelques années révèle que les parents qui s'impliquent dans la vie scolaire de leurs enfants, ceux qui partent à la rencontre des enseignants, donnent de très très bons résultats, c'est-à-dire que l'enfant va surveiller son comportement, il va faire plus d'efforts pour étudier, faire mieux ses devoirs, parce qu'ils savent très bien, ces enfants-là, que leurs parents vont aller voir les enseignants, mais d'autres n'y vont pas. Ça dépend en fait, selon l'étude, ça dépend du milieu social des parents, du milieu social, et puis
l'éducation, de l'instruction des parents. Plus ils sont instruits, selon l'étude, je rappelle, les parents, ils sont impliqués parce qu'ils attendent à de bons résultats. D'autres non. Par exemple, ils laissent leurs enfants étudier, ils ne suivent pas, ils disent que l'enseignant joue son rôle. Mais on l'avait déjà dit dans les émissions précédentes que les parents ont un rôle très important dans le cursus scolaire de leurs enfants. Et puis il y a aussi le rôle de l'association des parents d'élèves qui va mettre en relation les parents d'élèves et les enseignants. Alors voilà, Nour, il y a certains établissements où l'association des parents d'élèves existe. D'autres établissements scolaires, ça n'existe pas. Les parents doivent eux-mêmes, ils peuvent se concerter et demander à l'administration de l'école de créer une association de parents d'élèves. C'est très important de jouer un rôle régulier et continu dans la vie scolaire de leur enfant. C'est très important. Ça va influencer la scolarité des enfants. Ça, c'est très important. Alors, s'associer, c'est-à-dire se concerter dans le cadre d'une association parents d'élèves, c'est réglementé. Il y a des lois, c'est le ministère de l'Intérieur qui réglemente la création d'une association de parents d'élèves et c'est très important pour l'enfant. Autre implication des parents aussi qu'on va voir, c'est que les parents vérifient chaque jour en général, certains parents vérifient chaque jour les devoirs et puis les cahiers aussi. Il n'y a pas que les devoirs qu'il faut vérifier, mais également les cahiers de leurs enfants. En général, c'est la maman qui joue ce rôle-là. En général, c'est la maman qui, à 70%, selon toujours une étude qui a été faite, c'est la maman qui joue le rôle de la maîtresse, de l'enseignante à la maison. Elle va simplifier le cours, elle va reprendre le cours avec son enfant, revoir ses devoirs, comment il a écrit, quelles sont les notes, quelles sont les remarques qui sont écrites sur la marge du cahier de l'enfant, qu'il soit écolier, collégien ou lycéen. Et c'est très, très important. Mais le papa a toujours son rôle, lui aussi. Il devrait également suivre les cours, suivre les devoirs de son enfant. Et ça donne de meilleurs résultats. Autre implication, orienter les centres d'intérêt des enfants. De quelle manière? Sachez que les enfants, une fois à la maison, en général, ils vont regarder un programme de télévision, n'importe lequel. Il y a plusieurs chaînes maintenant avec la parabole, avec l'avènement de l'Internet. Les enfants, ou c'est des jeux, ou c'est des séries de feuilletons. Je rappelle, c'est selon une étude. Quand c'est des parents instruits, en général, les parents instruits, en général, je ne veux pas généraliser, mais selon toujours une étude, ils vont choisir un programme de films documentaires, de grands reportages, et c'est très important. Ça va influer sur les enfants. C'est-à-dire, au lieu de voir des feuilletons, des petites séries, quelque part pour jeunes, maintenant les sites comme par exemple... Des programmes éducatifs. Mais il y a aussi les activités extrascolaires qui ont de plus en plus de place dans l'éducation des enfants. Je vais en parler. Sortir avec un enfant quand il y a une activité sportive ou culturelle, c'est très important pour l'enfant. D'abord, il va déstresser pour se donner mieux à ses études, pour s'adonner mieux à ses études, pour fournir plus d'efforts. Alors, des activités culturelles et sportives, c'est très important parce que chaque enfant, chaque activité culturelle, qu'il part au musée, qu'il fasse du sport, il va apprendre beaucoup de choses. Ça dépend des catégories d'âge aussi. Oui, mais tout s'apprend. Un enfant peut apprendre beaucoup de choses. Chaque âge a ses activités. Ses activités qui sont adaptées selon son âge, selon sa morphologie. C'est-à-dire, on va savoir que une fille et un garçon, c'est très différent également. Les filles sont plus assidues à l'école. Elles vont faire leurs devoirs d'une manière très, on va dire, systématique quand elles arrivent à la maison. Mais ce n'est pas le cas des garçons. Selon toujours une étude, il y a un faible rendement d'un garçon par rapport aux filles. Alors, il faut faire vraiment attention. Un garçon, il arrive à la maison, peut-être qu'il va jeter son cartable, je ne sais pas, en général, et puis il va aller jouer. L'enfant a besoin de quelques temps pour se reposer après les cours, mais généralement, les parents doivent s'impliquer. Ça a changé, ce n'est plus comme dans les années 70. Maintenant, ça a changé. L'enfant arrive, la maman ou le papa, en général, c'est la maman, elle va prendre son cartable, elle va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Il faudrait suivre son enfant à la maison et puis aller voir les enseignants, c'est très important. Pour l'enseignant, parce qu'il va se dire, cet enfant, ses parents viennent me voir. Et puis pour l'enfant, parce qu'il va dire, mes parents vont partir voir. Ils peuvent vérifier aussi. Ils vont vérifier, ils vont parler à l'enseignant. Ils ne vont pas mentir. Voilà. C'est apprendre, en fait, compte la rigueur aux enfants. Pour quelle raison? En fait, compte... et puis il y a autre chose, l'implication des parents, pour ne pas oublier, il y a les cours privés, les cours de soutien. Avant, ça n'existait pas. C'était très, très rare. Mais maintenant, c'est à la mode.
C'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois. Parce que vu que maintenant, actuellement, vu qu'il y a la pandémie, ça a son côté, on va dire, positif, il y a moins de surcharge dans les classes scolaires. Les enseignants peuvent prendre mieux en charge chaque enfant. Parce que les classes, on avait dit au début de la saison du Bonjour d'Algérie, qu'il y avait moins d'enfants dans les classes, c'est-à-dire ils sont maximum, on va dire 22 à 20, 18, que ce soit au primaire, au lycée ou au collège. Ce qui fait l'enseignant pourra prendre en charge les enfants. Il n'aura plus besoin en général de cours de soutien. Pourquoi les cours de soutien? Ça s'est imposé avec le temps parce que le professeur n'arrive pas à prendre en charge tous les enfants. C'est en complément avec le programme à l'école. Hein. Voilà, mais l'idéal maintenant, c'est-à-dire s'il y a des cours de soutien, les parents s'impliquent, ils vont choisir un professeur. S'ils n'ont pas eu le choix de choisir le professeur dans l'établissement scolaire, mais maintenant avec un cours de soutien, ils vont trouver le bon prof de maths, le bon prof d'arabe, le bon prof de français. Ça, c'est très important. Ça, c'est l'implication en fait compte. Alors, les activités sportives, le choix de l'école, le choix du double programme ou programme national, le choix en fait compte déterminé par les parents. Déterminé par les parents. Pour quelle raison? Pour arriver à une fin de compte, en fait compte, à un bon résultat, couronné par un diplôme. Et puis, permettre l'intégrité de l'enfant, son intégration plutôt physique et morale dans la société socio-professionnelle. Un épanouissement aussi, c'est important. Un épanouissement. En fait, compte, on verra selon des études qui ont été faites il n'y a pas très longtemps, récemment, en fait, compte, que l'enfant, plus il y a l'implication des parents, plus ça donne de meilleurs résultats. Pour cela, je vous le dis, d'une manière générale, on le fait tous, parce que en tant que maman, moi-même, je le fais. Par exemple, on donnera, je terminerai sur ça si j'ai assez de temps. Vous en avez. Alors, on va remarquer que les enfants, par exemple, au primaire, ils écrivent, ils réécrivent. Ils ont le livre scolaire. On achète un livre scolaire au début de l'année scolaire. Et puis par la suite, ils arrivent à la maison, ils réécrivent la leçon sur le cahier. Je me suis posé la question, pourquoi réécrire le livre? À la fin de l'année scolaire, ils vont se retrouver avec deux livres, le livre scolaire acheté et le cahier où toutes les leçons sont reprises. Il y a la mémoire visuelle aussi, en écrivant, ils vont comprendre. Il y a la mémoire auditive, la mémoire visuelle, certes, mais simplement écrire par exemple la conclusion, arriver à réécrire en fait. Et on se retrouve avec des livres, un double livre en fait, contre le livre scolaire et le cahier qui va être un livre en fin d'année de cours. Ça, si on fait cette remarque-là à l'enseignant, peut-être qu'il va changer la manière. Par exemple, il va se dire, cette année, il y a un examen en fin du cursus scolaire, par exemple la 5e ou le brevet moyen ou le baccalauréat. L'enfant n'aura pas à réécrire en fait compte, il va s'adonner à d'autres matières qui seront plus importantes, qui vont figurer dans le programme, dans le concours en fait compte de fin d'année. Ça, c'est l'implication des parents au sein de l'établissement scolaire. Et vu là, on verra l'importance de la création d'associations de parents d'élèves, parce que chaque parent d'élève, que ce soit la maman ou les papas, en général c'est les mamans qui sont présentes, devrait s'impliquer, donner son avis pour un changement. Très bien. Alors justement, il y a des matières qui posent problème, auxquelles l'enfant appréhende avant chaque cours, les mathématiques. Je vous propose, Felabras, de rester avec nous pour regarder ce sujet bien signé Sofiane Hamoudi, l'enseignement des mathématiques dans une école, l'école de Newton, du côté de Baba Hassen. Regardez, on revient juste après. Les maths sont considérées par les élèves comme les plus difficiles. Pourtant, certains ont des très bons résultats, est synonyme de don, et comment reconnaître un élève doué en maths. À partir de son jeune âge, un enfant doué, c'est un enfant qui a certaines particularités par rapport aux autres enfants. Généralement, c'est des enfants qui parlent tôt, c'est des enfants qui sont très curieux, qui ont certains comportements différents aux autres. Et puis par la suite, à l'école, on arrive à les repérer par rapport à leur potentiel, à leur... Ils ont des capacités intellectuelles différentes des autres. D'accord? C'est des enfants qui sont très concentrés, qui ne ratent rien. C'est des enfants qui posent énormément qui sont vraiment avides, qui posent beaucoup de questions. Et leurs questions, elles sont vraiment pertinentes. C'est des questions qui sont... Parfois, nous, en tant qu'enseignants, ce sont des questions qu'on ne se demande même pas. Un élève bon en maths ne possède pas forcément un don. Mais nous ne pouvons parler de don que lorsque les personnes est vraiment exceptionnelle dans un domaine. C'est le cas de cet élève qui est bon en mathématiques. Mais bon, vous êtes en quelle année? CM1 3. Très bien. Vous adorez les mathématiques? Oui, j'adore. Je vais te donner un calcul. Je vais commencer à te donner quelques chiffres comme ça. 600 plus 800, ça fait 1400. Très bien.
Et on a toujours commencé au primaire, et la base est formée au primaire. Donc nous faisons très attention à donner une bonne base aux enfants, de manière à ce que quand ils terminent la scolarité, ils ont un excellent niveau, tout comme les élèves de l'école Newton. Voilà. L'attention en cours, les révisions, les exercices sont essentiels pour améliorer ses performances et devenir bon dans cette discipline. Certains prennent peur dès qu'ils rencontrent une équation ou un graphique, mais à force de travail et de pédagogie, tout le monde peut réussir. Une animation donc pour nous prémunir contre les dangers de la contamination de la Covid-19. À la base, même les illustrateurs se mettent à... Ah oui, il faut faire, en tout cas, il faudrait rappeler. C'est très important parce que, en fait, quand c'est simplifié comme image, et les enfants comprendront facilement. Il y a des couleurs, il y a des couleurs. En tout cas, c'est des figurines. C'est très important pour un enfant pour qu'il comprenne quels sont les gestes barrières. On n'arrête pas de le répéter et c'est très important de les répéter sans cesse. Comme vient de le signaler notre caméra woman maintenant à la maternelle, il y a des les chants enfants, aussi. Il y a des chants le coronavirus, tu ne nous auras pas, et c'est très important. Covid, tu ne nous auras pas. Il y a des chants tout autour de la ça. chanson, c'est très bien. J'ai la suite, mais j'ai pas envie qu'il pleuve. Ah, ok. Alors on revient justement sur les mathématiques, donc l'enseignement des mathématiques. Les enfants sont généralement réfractaires aux maths. Justement, c'est aux parents de... souvent l'enseignant n'est pas... On avait déjà parlé avec Amal Olmi il y a quelques temps ici. Les mathématiques, ce n'est pas systématique, on ne va pas les connaître comme ça. Les enfants comprennent tout ce qui est concret. Il y a plus de concret. pédagogie à appliquer pour l'apprentissage des mathématiques. Mais simplement, il ne faudrait pas qu'ils aient peur. Je connais certains parents qui disaient que leurs enfants, quand ils ont les cours de maths, quand ils ont les examens de maths, ils commencent à vomir, ils ont des diarrhées, ils ont mal. C'est pas de la comédie, mais c'est vraiment du tout. Il faudrait mettre en confiance l'enfant et c'est très important d'impliquer les parents dans le cursus scolaire, dans ce qu'ils apprennent. Et puis les mathématiques, ce n'est pas, en fait, c'est pas un monstre en fait. Il faudrait préparer l'enfant pour qu'il sache que le monde est fait, tout le monde entier est fait de chiffres et de lettres. Alors c'est vrai qu'on nous dit qu'un compas, un jour, une fois qu'on est adulte, on n'utilisera plus de compas, plus de théorème de Pythagore, mais il y a le calcul, il y a beaucoup de métiers justement qui sont dans la gestion, la comptabilité. Tout est fait, tout est à base de lettres et de chiffres. C'est très important dans la vie scolaire d'un enfant qu'on lui dise, qu'on lui simplifie les mathématiques, le calcul, parce que c'est différent. J'avais dit déjà ça. Les calculs, c'est très très simple. Les mathématiques, ça s'apprend en fait quand à un âge plus avancé chez l'enfant. Mais maintenant, ça s'apprend au primaire, ce qui rend un peu difficile, un
un peu difficile. C'est plus les soustractions, les additions en général, comme on vient de parler, la géométrie, c'est un tout. Ça ne devrait pas faire l'enfant croire en ce qu'il voit, le concret. Et le plus important, c'est de schématiser. En fait, quand les facultés cognitives des enfants pourraient être développées grâce à des exercices. En général, ça passe par des exercices à la maison, qui y ait l'appui des parents, le soutien des parents, des enseignants, et puis avec plus d'exercices, on retrouve maintenant dans les librairies des fascicules, des livres de mathématiques. C'est simplifié, c'est coloré, et c'est très important pour un enfant qu'il voit et qu'il arrive à apprendre avec les jetons, les bûchettes qu'on faisait avant. Ça, on peut le faire. Voilà, ça a existé, ça existe toujours, ça se vend. On les utilise plus à l'école, je pense, d'une manière générale, mais on peut toujours les acheter et travailler à la maison, ou un boulier, parce que ça existe toujours. Et c'est très important. Et c'est aux parents d'en jouer, de faire aimer cette matière aux enfants, c'est important. D'où le souci, je relève ce point, la communication entre l'enfant et ses parents. C'est important. Quand on parle d'implication des parents dans le cursus scolaire, c'est qu'il faut qu'il y ait une relation entre parents et enseignants, mais le plus important, c'est qu'il y ait une confiance, une communication entre l'enfant et les parents. Pour quelle raison? L'enfant, s'il subit quelque chose à l'école, il se sent mal, il faut qu'il en parle d'abord à ses parents. C'est le premier contact. Et pour qu'il en parle, justement, le parent se doit d'instaurer un milieu sain, un milieu sain de confiance. Il doit, c'est-à-dire battre un enfant, parce que ça existe toujours malheureusement, battre un enfant, lui crier dessus, le sous-estimer. Il faut qu'il y ait une estime de soi d'abord, développer cela chez l'enfant, créer la confiance entre parents et l'enfant, et comme ça il va faciliter la communication. On pourra parler de l'environnement en général de l'école. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Est-ce qu'il communique avec le professeur? Est-ce qu'il y a un problème avec les camarades? Cela va impliquer les parents directement. Avant d'impliquer les parents dans l'établissement scolaire, il faut qu'ils s'impliquent d'abord dans la vie scolaire de leur enfant. On parle d'implication des parents, mais il faut relever aussi qu'il ne faut pas non plus envahir l'enfant. Ça, on le sait. Merci, Fela Braz, merci d'avoir été avec nous. C'est tous les mardis qu'on apprend en votre compagnie. À la semaine prochaine, j'espère. Inch'Allah. Je crois savoir que vous aussi, vous vous impliquez de plus en plus dans le cursus scolaire de vos enfants. Vous filez vous avez un rendez-vous? Oui, avec les professeurs de mes enfants. Voilà, très bien. Très bien, bon courage. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas se plaindre de vos enfants. Je pense que c'est bien parti. Alhamdoulilah. Très bien, alhamdoulilah. Alors, je vous laisse suivre ce reportage sur la consommation, la production d'agrumes, plus particulièrement celle des mandarines et des clémentines, un sujet signé Leila Benaïcha. Mandarines, clémentines, des agrumes très consommés en cette période hivernale. On les apprécie pour leur goût, leur senteur, mais aussi pour leurs bienfaits sur la santé. Il en existe plusieurs variétés que la plupart des consommateurs ignorent. كان 5 كاليتي كان كليمونتين كان المندارين كان طنجارينا كان لاويلكين عندي في نص لوغو هي اللي مليحه فيهم كامل كليمونتين طنجارينا اسمها بالعربي اسمها سمسومه تجي لوغو تاعها مر شويه كليمونتين نورمال كاين كليمونتين افيك بيبا كاين سون بيبا تبدا لابان اكتوبر تخلص في جانفي في لافان جانفي كليمونتين ومورها تبدا المندارين لا سيزو تاع المندارين وقتها تبدا المندارين تاع لا سيزو تاعها هذا البيريود تاعها هذا وين بدات السماء عندها ديري تشد واحد الاموا 15 يوم تبدا في جانفي في جانفي لو برومي جانفي السماء تبدا الديبي تاعها لو 15 فيفري لو 25 فيفري تخلص. الفوائد فيتامين سي باينه فوائد تاعها اونتي غريب يدوها الناس يضيفوا بها يدوها المرضى يدوها كليمونتين. La mandarine est la maman de la clémentine, puisqu'elle est le fruit d'un croisement entre la mandarine et l'orange douce. Malgré une large production cette année, les prix restent en hausse. Pour connaître les raisons, nous nous sommes déplacés à Htatba, dans les vergers de Mohamed Sahnouni, un agriculteur qui se bat avec ses propres moyens et fait de la filière agrumiculture sa raison de vivre. قطار نتاع ويلكي اللي تشوفيها هكذا عندي 7 من هي طلامسون عندي 9
تاع تارديف الصيفيه، يقولوا لها الصيفيه تاع قاوري بصح كبيره، عندها فايت القرن. هذاك شغل اصطاد. هذه الصيفيه تشينا ولا مندارين؟ تشينا. المندارين كاينه من الجيل الفوقاني، لكن بعد نشوفوها. وهذه ويلكين من هي طلامسون، من هي الصيفيه تارديف يسموها، تخدم في الصيف. وعندي زوج قطارات تاع كلومنتير احنا نسموها، ثم تسموا كاع مندارين، احنا نسموها كلومنتير. في التسعينات حتى 2000 كنا عندنا فيفري مارس، اخر مارس يقول لك خلصت الغراسه. هذه انا غارسها في فري، هذه غارسها في فري، الاخرى غارسها في مارس من هي. وهذه الويكند تتزرع في كل وقت؟ تنزرع في كل وقت. العام 12 نصيبوها؟ العام 12 شهر نصيبوها. النقله نتاعها دائما كاينه. الانجري راه يدير 12 مليون القطار. هذيك تشوفيها شحال تدي قطار، شحال يدي قطار، يدي 10 قناطر في القطار. هذه الجزء الاول برك. والثاني كاين واحد اخر خمس قطارات في القطار، تساوي المجمول نتاعها. عندك قطار عندك عليه 15 قنطار في العام. هذه شوف برا من الزقون تاعو، برا من الريوني تاعو، برا من الديكس تاعو، القطار يلحق لك واحد تقريبا اللي كنت تبدا دير الحساب ما تخدميش. يعني مازلنا ما بديناش الانتاج تاعو بصح راهي بانك. شوفي في الله يبارك لي اخطاه تخافي كاش ما كاين. هذه حاجه ربي، تخافي كاش تبروري يا جات تبروري نرفدوا قشنا ونمشوا، كان والو. عندك اللي ما تنظرش طلامسون كي يطيح تبروري يكون خفيف ما يدير لها والو. بصح هذه لك تشوفيها كي يطيح تبروري واش دير؟ نقطها ومن بعد تتبادل ما تصيبها طاحت. ما تاكلي ما تبيعي، اللهم قالوا خليفتي على ربي. الحشرات شوف الدويه ما راهمش يجوا دويه راهم يجوا مغشوشين. الله غير مغشوشين. يعطي لك تروحي اللي يبيع الدواء يعطي لك دير له كونطالوج يقرا كذا يقول لك هذا تجيبيه ديريك الشغل اللي درتي له. كاين وين شي دويك واحد الحشرات راهم هدفوا السنه هذه اللي فاتت يسموها فرط الطول الابيض. يلصق في الشجره ما تسيبيهاش كيما هذوك مغسوله، تسيبيها كحله، الورقه نتاعها كحله. من بعد نوريك كيف تكحل. هذاك الدواء نتاعو بدينا صعب لنا ونقص لنا حتى المنتوج. الشجره كي يكون فيها هذاك الفرططو هذاك، العام الاخر ما تديش ما تنورش، وكي ما تنورش خلاص تصبح ثاني. هذه الفلاحه اصبحت فيها كوراج. Clémentine et mandarine sont les agrumes stars de l'hiver et rien qui de mieux pour nous en parler que le chef Amine Messili. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. En forme? Ça va, merci. Un jus d'orange avant de venir? Toujours. Tous les matins? Tous les matins. Ah ben on est deux, vraiment. Tous les matins. C'est la saison, on en profite. Exactement, il faut en profiter. C'est surtout la vitamine C. Et l'orange, c'est l'orange. Hein. La mandarine, c'est la mandarine. Hein. C'est le cachet algérien spécifique. La clémentine a été découverte en Algérie du côté de la Mitidja. On parlait tout à l'heure dans les coulisses, en off, on disait que les Français, c'est ce qu'ils ont regretté. Croyez-moi qu'ils regrettent beaucoup de choses. Hein. Surtout la clémentine. Surtout la clémentine, bonne et fraîche, gorgée de notre soleil. Exactement. Alors, la clémentine est disponible de novembre à février. La mandarine? C'est la même chose. Il y a la mandarine, parfois c'est la mandarine qui est la première avant l'orange. Oui. Et donc on peut dire c'est mois d'octobre. Mois d'octobre, on commence à avoir sur les étalages des légumiers, des marchands de fruits. Après, ça va jusqu'au mois de mars, mois d'avril. Il y a beaucoup de qualités, c'est-à-dire selon le mois et selon aussi le temps, le climat. On a la clémentine qui est entre janvier et février. D'accord. Il y a l'arabe, oui. Elle a une couleur très très claire par rapport à la clémentine et même l'odeur elle est différente. Alors juste pour nos téléspectateurs, la différence entre clémentine, mandarine et orange, je pense qu'en tant que chef cuistot et pâtissier bien aussi, sûr, je pense que vous utilisez beaucoup ce fruit-là, cet agrume. Les agrumes, on les utilise beaucoup dans le salé et dans le sucré. Exactement. Et on préfère toujours travailler avec la clémentine parce qu'elle est sans pépins, parce qu'elle est juteuse et elle a beaucoup de saveur. Elle est très forte. Elle vient de l'arbre hybride puisqu'il est stérile, donc c'est d'où le fait qu'elle soit sans pépins. Alors son utilisation est très variée. Jus, tarte, la manger en salade de fruits, la manger directement et surtout essayer de récupérer la peau.
qui est très, riche en nutriments, vitamines, très, très importante. On peut faire avec des compotes, on peut faire avec des sauces, confitures, des sauces pour des dindes rôties, des dindes farcies plutôt et des poulets rôtis. Pas que ça, quand on fait des tagines. Oui. On fait des tagines, on peut utiliser les agrumes, on peut utiliser le citron, la mandarine, l'orange. C'est important. Poisson, la dorade aux agrumes et à la vanille, avec du riz épicé. Bon, on vous donne l'eau à la bouche de bon matin sur Canal Algérie. Il y a aussi les salades d'agrumes à la cannelle, les crumbles aux noisettes. Je sais pas, je vous donne plein d'idées. Hein. Moi, je suis très gourmande ce matin. Alors, salade de roquette aux fines herbes et à la mandarine aussi, mandarine rôtie aux fruits secs et au romarin. Ça se décline en... Il y a une panoplie de saveurs très large. Et on peut, c'est que quand les agrumes, on peut les associer à beaucoup de produits. Donc, c'est sans limite. Oui. Les saveurs, elles sont ouvertes, c'est-à-dire à ciel ouvert, on peut avoir beaucoup de saveurs avec les agrumes. Et les associer dans beaucoup d'autres produits, que ce soit dans le sucré, que ce soit dans le salé, que ce soit dans la confiserie aussi. Donc, c'est énorme. Alors aujourd'hui, on aimerait bien avoir, je parle au nom de toute l'équipe du Bonjour, on aimerait bien avoir une recette type à base de mandarine ou de clémentine. Vous avez le choix? C'est très très simple. Moi, je vais aller dans un truc qui est très traditionnel. On parle de cuisine algérienne. Oui. On parle de l'hamlhlou. Oui. L'hamlhlou avec la clémentine. Rares les gens qui le font. Moi, je le fais même dans les fêtes de mariage. Et je garde toujours la clémentine telle qu'elle est entière. C'est-à-dire entière, elle est dans le plat. Entière. Je choisis toujours les plus fines et les plus petites. Et je les fais avec les pruneaux et les fruits secs. Ça donne une odeur, exactement. Ça donne une saveur extraordinaire. Extraordinaire, quand je dis extraordinaire, ça donne cette acidité fine. Dans le truc sucré, c'est très apprécié par les gens et elle donne de la saveur et de l'odeur. Et en poisson? En poisson, on peut l'utiliser aussi dans le mérou. Le mérou, moi, je le travaille beaucoup avec les agrumes. Je fais une sauce carrément, je n'assaisonne pas. Je fais un zeste, je cuis mon mérou avec le zeste et je prépare des mandarines directement où je fais à la vapeur juste un petit peu, puis je les fais rôtir ou sauter directement au beurre. Heureusement qu'on n'a rien sur le plateau parce que on y aurait touché. Hein. Il faut qu'on change de rythme, il faut ramener quelque chose quand même. C'est grave. C'est ce que j'ai envie de vous dire à chaque fois. Il faut le dire, il ne faut pas le laisser. Bien sûr, bien sûr. Ça sera avec un grand plaisir. En tous les cas, à partir de l'émission prochaine, il y aura toujours quelque chose. Voilà, on vous prend au mot en tout cas, Amine Messili. Merci beaucoup. Alors, clémentine et mandarine se tiennent bien leur rang en hiver, surtout en hiver, en automne aussi. Oui. Et elles sont les derniers remparts à la morosité de l'hiver. On a oublié un autre agrume qui est de la famille de la mandarine et de l'orange. La sanguine? C'est tchouina. Ah, tchouina, oui. Tchouina, c'est la toute petite. Avec confiture de tchouina, c'est très très bon. Cuisiner avec aussi. Bah, ramenez-la nous. La semaine prochaine. Il y aura. C'est pas encore là. C'est pas encore le temps, mais c'est la saison. C'est la saison, mais c'est la saison. L'excuse. Très bien. Alors c'est quelques rayons de soleil sucrés de bon matin, plein de vitamines, donc à consommer. Et des ondes positives. Je suis pas nutritionniste, mais sans modération, ça rend. Bien sûr. Voilà, très bien. Merci, chef Amine Messili. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, mardi prochain. Avec les mains pleines. Très bien. Nous arrivons au terme de cette émission sponsorisée par Coral Peinture. Merci d'avoir suivi l'émission, de nous avoir été fidèles. On remercie nos invités, sans oublier bien sûr toute l'équipe qui est au plus près de vous tous, où que vous soyez, pour réussir tous les matins un bonjour d'Algérie. Excellente journée à vous avec la suite de le programme sur Canal Algérie. Bonne semaine et à lundi prochain, j'espère. Hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, thou art lost and gone forever, dreadful story, Clementine. Ruby lips above the water,